Dis donc, c'est toi la maîtresse du jeu, là? Bah ouais, mais en même temps, c'est toi qui es l'experte E.T. de Rivalry, donc c'est toi qui vas me guider. Hein. Oui, mais c'est ton podcast. Oh, je suis invitée dans ton podcast. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anaïs se fait des films, le podcast dans lequel il n'y a aucune rivalité, mais beaucoup de passion. Cette semaine, j'enfile mes patins à glace pour un épisode que vous me réclamez depuis longtemps. Et oui, j'ai enfin regardé la série sensation Heated Rivalry 6 mois après sa sortie car je suis à la pointe de l'actu. Et pour la débriefer, je ne serai pas toute seule. Non, je suis en studio avec une invitée incroyable que vous me réclamez aussi beaucoup. La vraie MVP, l'inégalable, l'irremplaçable Marie Telling. Piou, piou, piou. Salut Marie, comment ça va? Salut Anaïs, ça va très bien, je suis très contente d'être de retour. Moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Nous sommes tous au rire pour parler d'une série qui nous a aussi fait beaucoup sourire. Oui, voilà, il n'y a pas de problème, c'est pas une série tragique. Après les nombreux appels insistants de Marie Telling et aussi de vous tous, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai enfin décidé de me mettre à Heated Rivalry, qui était une série que tout le monde avait regardée visiblement, sauf moi. Toi, dès le départ, tu t'es mise sur le train et t'étais à fond. Et on s'était dit évidemment que si je finissais par la regarder, il fallait qu'on fasse un épisode dessus. C'est donc chose faite. En tout cas, c'est sur le point. L'épisode n'est pas encore fait. C'est sur le point d'être fait. Are there any gay hockey players? None that have said it publicly. Ты с кем-то сейчас встречаешься? Yeah. So what's my name gonna be? Даже не с Джейн? Dream. This is such a bad idea. What is? So you're not gonna tell anyone about this, are you? Avant de commencer, il faut dire que la série a été un vrai phénomène, que c'est une série produite par Crave, une série canadienne, qui a été achetée ensuite par HBO, où elle a fait les meilleurs scores pour une série acquise par la chaîne. Et ça a été un énorme succès public avec un retentissement qui va bien au-delà du monde des séries et de la pop culture, puisque parmi beaucoup d'exemples de vie qui ont été un peu chamboulés par cette série, il y a un ancien joueur de hockey, Jesse Kortuem, qui était un joueur dans le Minnesota et qui avait arrêté sa carrière par peur de devoir continuer à cacher sa sexualité dans ce sport, qui a fait son coming out après avoir vu la série en disant que cette série lui avait donné du courage, ce qui est quand même assez fort. Mm-hmm. Beaucoup de gens que j'ai côtoyés ces derniers mois, non seulement ont vu cette série, mais l'ont revue et la rematent en boucle. Il y a même des watch parties de Heated Rivalry qui sont organisées. Je ne sais pas si toi, tu envisagerais de regarder des scènes de sodomie en public dans un bar comme ça, mais... Oh bah aussi, il n'y a pas de problème. Dit comme ça, peut-être pas, mais dans cette série, oui. Non, mais en fait, la série Il y a quand même des fesses qui claquent, quoi. Ah, il y a des fesses qui claquent, c'est sûr, mais la série a été présentée comme très graphique et au final, on voit pas non plus... c'est pas du porno, quoi. Oui, non, c'est très respectueux, mais c'est explicite. C'est très explicite. Oui, totalement. C'est l'une de ses grandes qualités. Alors Marie, je t'ai invitée ici en tant qu'experte déjà de la tension sexuelle dans la pop culture, la tension romantique dans la pop culture. Et dans la vie aussi. Et dans la vie, évidemment. Et experte de Heated Rivalry. Alors, puisque tu t'y es mise bien avant que moi, quand est-ce que tu l'as découverte et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta découverte de cette série? Je peux me dire presque la date parce que c'était le premier week-end de janvier. J'étais de permanence au travail et on a fait un petit papier pour expliquer un peu le phénomène qui n'était pas un papier de critique du tout. Enfin, c'était pas notre point de vue critique puisque la série n'était pas encore sortie en France, mais ça prenait une telle ampleur aux États-Unis et au Canada qu'on s'est dit qu'on allait faire un petit explainer en reprenant un peu ce qui s'était dit à droite et à gauche. Et donc, j'ai commencé la série dans ce cadre-là et je n'ai pas dormi de la nuit. Tu m'as écrit 4 heures plus tard en me disant « Je suis à fond sur Heated Rivalry ». Voilà, exactement. Et après, je l'ai revue à plusieurs reprises. Aussi parce que j'ai fait donc un papier, on a fait un dossier dessus dans Télérama au moment de sa sortie, je crois que c'était fin du mois de janvier en février. France. Ouais, c'est ça, peut-être début février en France. Et donc, je me suis pas mal penchée sur la série, mais c'était un peu une excuse aussi pour la voir et la revoir. J'ai lu les livres, pas tous les livres de Game Changers, parce que c'est une série de Rachel Reed, une série de livres.
J'ai lu ceux qui concernaient Ilia et Shane et celui qui concerne le couple de l'épisode 3, même si je l'ai pas fini le livre parce que je l'ai pas trouvé passionnant. Scott et Kip. Exactement. Et donc voilà, enfin, j'ai été quand même dans une sorte de frénésie Heated Rivalry pendant plusieurs semaines, je dirais. À minima. À minima. Et non, vraiment plusieurs semaines, pas plusieurs mois, parce qu'après, ça m'est passé quand même. C'est-à-dire que depuis, je pense, après avoir fait le papier et après avoir fait la critique et tout ça, c'est bon, j'ai un peu épuisé mon... Ça y est, c'est comme Friends aujourd'hui, je ne regarde plus trop Friends parce que j'en peux plus. Tu as été dégoûtée. Non, mais en vrai, parfois, je me demande si c'est pas aussi pour ça qu'on a choisi, ou en tout cas qu'on aime faire le taf qu'on fait, parce qu'en fait, on exorcise nos obsessions en écrivant dessus ou en parlant dessus. Et en fait, une fois que tu t'es immergé dans une œuvre pour pouvoir en parler de la musique, de la mise en scène, tu l'as décortiquée sous tous ses angles, etc., bah après, c'est bon. L'obsession s'est un peu calmée, tu vois. Ouais. C'est une très bonne manière d'assouvir, en fait, totalement. nos pulsions scopiques. Totalement. Tu l'as revu combien de fois ? J'ai dû la voir au total 3 ou 4 fois. Avant d'écrire le papier, le gros papier, je l'avais revu. Avant de faire la critique, surtout, je l'avais revu parce que ça datait un peu, il y avait un petit espace. En fait, je pense, je l'ai vu une première fois. Dans la même semaine, je l'ai revu direct. Wow. Ouais, mais c'est pas une première pour moi. Et ensuite, je l'ai revu pour faire la critique. Et là, pour ce podcast, j'ai parcouru un peu quelques épisodes. Pour les personnes qui auraient totalement échappé à ce phénomène, est-ce que tu peux nous résumer Heated Rivalry en 30 secondes ? Eh ben, c'est une rivalité réchauffée. Non, c'est une rivalité... alors, c'est deux... Oh, alors, en 30 secondes, merde, attends, j'ai plus l'habitude. C'est 2 joueurs de hockey, l'un russe qui s'appelle Ilya Rozanov et l'autre canadien qui s'appelle Shane Hollander, qui ont exactement le même âge et qui arrivent dans leur carrière professionnelle au même moment. Et il se trouve qu'ils sont tous les deux énormes stars en devenir, les préférés, les favoris. Et ont bâti, enfin, toute la presse autour et tout ça, bâti une forme de rivalité extrême entre les deux. Donc, il se trouve qu'ils se retrouvent beaucoup face à face sur le terrain et tout ça, enfin, sur la glace. Et très vite, il y a une tension qui apparaît, une tension sexuelle, en plus de compétition, qui apparaît entre les deux. Et ils vont conclure assez vite. Dès le premier épisode, il y a du sexe. Mais il va falloir plusieurs années, c'est une relation qui s'étale sur plusieurs années pour qu'ils commencent à s'admettre à eux-mêmes leurs sentiments et pour l'un des deux aussi son homosexualité. Donc il y a tout un cheminement au fil de plusieurs années, quoi. Et c'est dans le milieu du hockey sur glace, qui est un milieu très très testostéroné, très couillu. Très testostéroné. Testostéroné, voilà. Très hormonal. Non, très testostéroné. Parce que c'est pas c'est pas nos hormones. Ouais, voilà. Ça, c'est... Enfin, depuis Heated Rivalry, un peu. Mais... Ça, c'est les spectatrices. Ouais. Moi, je l'ai regardé pour ce podcast. Parce que j'avais un peu échappé à la hype. Enfin, on a un peu, toi et moi, comme plein de gens, ce truc où quand il y a une grosse hype et qu'on passe à côté au moment où il y a la grosse hype, après, il faut un peu se motiver pour rattraper le train. Surtout toi. Toi, t'as un truc par rapport au hype. Ah bon ? Ouais. Toi, t'as pas un truc par rapport au hype ? Un tout petit peu, mais toi, t'as un truc supérieur. Je pense que t'as, si je puis me permettre, un tout petit snobisme. Mais un gentil snobisme. Mais t'aimes pas quand on parle énormément de quelque chose. En fait, je crois que j'aime pas... Quand on en fait des caisses, en fait. Potentiellement, mais en fait, quand on en fait des caisses sur un truc que j'adore, ça me dérange pas. Je pense que j'ai l'habitude de voir les trucs très en avance. Oui, et t'aimes pas découvrir après tout le monde, en fait. Ouais, voilà. Et en fait, j'ai réalisé à Cannes cette année, très spécifiquement, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois ressentir sur une œuvre avant que je l'ai vue. Après que je l'ai vue, je peux tout de suite dire non, parce que j'ai ressenti ci ou ça. Mais en fait, quand je l'ai même pas vue, qu'on me dicte déjà un peu la case de spectatrice dans laquelle je dois me mettre, je trouve que ça crée des chaînes dont j'ai envie de me défaire. Et tu es une femme libre. Donc... Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que, et en même temps, j'ai rattrapé plein de trains en marche et notamment le train de Friends ou plein d'autres, enfin des séries que j'ai découvertes grâce à toi. Oui, mais quand on était à leur 3e saison. Ouais, mais pour le coup, Friends, je pense que tu l'as découverte après un backlash qui faisait que c'était devenu pas cool, tu vois. Donc il y avait presque, tandis que là, je pense que c'est un peu pénible, c'est vrai, d'arriver après tout le monde et quand tout le monde t'a dit c'est génial, regarde, alors que la série a ses défauts évidemment. Donc je sais un petit peu ce que tu en as pensé, je crois, mais je crois que tu n'avais pas terminé. Je sais parce que j'ai vu sur un classement que tu n'avais pas été emballé. Oui, alors j'avais vu les 2 premiers épisodes, en fait, il y a longtemps, quand on a commencé à parler de cet épisode de podcast. Et puis, entre-temps, on a dû faire plein d'autres trucs. J'ai eu Cannes, tout ça. Donc, je l'ai mis un peu de côté en me disant, en fait, je vais sans doute reprendre depuis le début, tu vois, genre quelques jours ou quelques semaines avant de faire le podcast pour vraiment avoir un meilleur avis. Mais oui, j'avais vu 1 épisode et demi, je crois. D'accord, parce que sachant que le mieux, c'est la deuxième moitié. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, je suis extrêmement
indifférente à cette série. Génial. Probablement à cause de la hype, c'est-à-dire que quand j'ai dit sur Instagram que je m'y mettais, tout ce que j'avais, c'était les gens comme toi et d'autres auditeurs qui m'avaient dit il faut absolument que tu regardes, il faut que tu nous dises ce que t'en penses, etc. Donc des gens qui étaient hyper enthousiastes. Et quand j'ai mis sur Instagram allez, je me lance, j'ai reçu plein de messages de gens qui ont dit ah, mais c'est de la merde. Enfin, vraiment, j'ai arrêté au bout de 10 minutes tellement je trouvais ça pénible visuellement. On dirait même pas de la mauvaise romance. Et donc, j'avais vraiment les deux extrêmes du spectre en tête quand je l'ai vu. Et en fait, il y a 6 épisodes. Il y en a 3 que j'aime beaucoup. C'est le Donc, 4, 5, 6 Non, c'est le 3, 5, 6. Ok. Je pense que ça résume assez bien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, je suis d'accord, la deuxième partie, mais bon, vraiment, le dernier tiers, en fait, est super. Je trouve quand même que le début, j'ai du mal et je l'ai revu, du coup, avant de venir ici pour préparer. Et ça déclenche pas chez moi ce que ça semble avoir déclenché chez énormément de gens dans le monde entier. Genre, ça m'émoustille pas trop, déjà. Moi, pas trop non plus. Ouais. Les 2 premiers épisodes. Enfin, moi, c'est pas ça que j'aime le plus dans la série. C'est-à-dire que j'étais intriguée après les 2 premiers épisodes, mais c'est vraiment, pour moi, c'est la deuxième moitié. C'est après l'épisode sur Kip et Scott que là, j'étais un peu plus rentrée dedans, quoi. Pour moi, cet épisode 3, c'est celui qui débloque un peu une émotion parce que les 2 premiers sont tellement froids en émotion. Et moi, j'étais même un peu rebutée par la relation entre les 2 personnages principaux parce que je la trouvais dark, quoi. Et c'est sans doute un signe de grande maturité pour moi, mais je ne suis plus attirée par les mecs qui t'accordent même pas un regard, te parlent mal et tu vois, te font un truc de chaud-froid un peu insupportable. Et donc moi, je trouvais qu'il était limite abusif avec Shane, quoi, dans les 2 premiers épisodes, et je me disais, j'ai pas envie, enfin c'est pas une romance mignonne, quoi. Alors qu'en fait, quand tu démarres l'épisode 3, entre le mec des smoothies et François Arnault, là, là, c'est super mignon, et c'est beaucoup plus, je pense, dans une convention rom-com hétéro, même traditionnelle, et c'est très choupi, quoi. Et donc là, j'étais beaucoup plus investie émotionnellement, et après, on revient dans le 4 à Ilia et Shane, et je suis bon, ok, et bon, on va en reparler, mais ce qui débloque tout, c'est le 5, quoi. Mais ça arrive tard. Mais il y a plein de gens aussi qui m'avaient dit, il faut que t'attendes le 5. Et ça aussi, ça a tendance à me crisper, parce que je suis là, en fait, si c'est pas bien, au bout de 5 épisodes, c'est relou. Ouais, mais c'est pas que c'est pas bien. Oui. C'est juste que puis en fait, il y a que 6 épisodes, donc c'est pas une série qui demande un engagement au niveau du temps qui est quand même énorme. Donc. Et d'ailleurs, c'est une série qui, je pense, pour beaucoup de gens, a été bingée, non ? Non. Aux États-Unis, le phénomène s'est vraiment bâti semaine après semaine parce que ça a été diffusé. C'est sur HBO, donc c'était diffusé. En fait, ils avaient mis les 2 premiers, c'est exactement. Les 2 premiers épisodes sont sortis sans aucune promo. Et en fait, en l'espace d'un week-end, le bouche à oreille a fait. Et je pense que ça a beaucoup participé parce que c'était genre, il y avait plein de gens qui étaient là, mais c'est quoi ce truc canadien sur 2 hockeyeurs qui... Déjà, quand tu vois le logo Crave au début, t'es là, ok. Enfin, c'est vraiment, moi, ça me rappelait, tu sais, aux États-Unis, quand tu zappes un peu sur des chaînes au pif et tu tombes sur des trucs un peu cheap. Après, Crave, pour le coup, c'est un peu le HBO canadien et c'est eux qui sont derrière la série Empathie aussi. C'est eux qui l'ont produite parce qu'il y a un Crave francophone aussi au Québec. Pardon à tous les Québécois. Mais donc, c'est une très grosse plateforme canadienne. Mais c'est vrai que c'était complètement inconnu au bataillon. Sauf pour les gens qui avaient peut-être vu. Moi, je l'ai reconnu parce que j'avais vu Empathie. Mais oui, il y a eu ces 2 premiers épisodes qui sont sortis. Et le bouche à oreille a fait qu'à la fin du week-end, c'est sorti un vendredi, je crois. Et le dimanche, c'était la série la plus regardée de la plateforme HBO. Et d'un coup, HBO s'est dit, oula, il se passe quelque chose. Et donc après, ça a été semaine après semaine et la hype a vraiment monté parce qu'il y avait un bouche à oreille et je pense que c'est le moment évidemment du 5e épisode avec I'm Coming to the Cottage. Là, ça a pris une ampleur mais complètement ouf et après tout le monde l'a revisité. Après, je pense aussi, moi, honnêtement, j'étais accrochée dès le premier épisode quand même parce que je pense qu'en fait, surtout pour des gens qui connaissent les conventions du genre de la romance, tu sais tout de suite où ça va et du coup, t'es embarqué et tu te dis, en fait, moi, je faisais confiance à la série pour que ça reste pas quelque chose de froid et de désincarné et juste une série un peu clipesque de scènes de cul, quoi. Ce qui est le cas, en fait, dans les 2 premiers épisodes, même s'il y a des moments où il y a un petit approfondissement et tout, mais je connais assez bien ce genre pour savoir où ça va. Si c'est un livre de romance, il va y avoir de la romance à un moment. Il va pas y avoir que... Donc, j'étais embarquée. Et je pense que beaucoup de gens qui aiment bien ce genre l'étaient aussi. Donc, ça s'est fait assez naturellement, quoi. Ouais. Les 2 personnages principaux, donc tu l'as dit, c'est Shane et Ilia. Shane Hollander, qui est joué par Hudson Williams, qui est le Canadien du duo. Comment tu le décrirais ?
Il est sur le spectre. C'est pas dit dans la série explicitement, mais ça a été dit en dehors. Et c'est assez utile d'avoir ce détail quand on regarde la série, parce qu'on peut se demander si Hudson Williams ne joue pas un peu de façon un peu crispée et raide, mais c'est censé être le cas en fait. C'est quelqu'un qui est très rigide, hyper organisé, timide, très introverti et complètement concentré sur le hockey, et toute sa vie tourne autour de ça, qui n'a pas de vie sexuelle, qui n'a pas de vie sentimentale et qui est très un peu bridé, quoi, qui se bride lui-même parce qu'il est très dans le contrôle. Et d'ailleurs, il y a plusieurs moments dans la série où on va voir que, par exemple, pour son appartement, il a embauché quelqu'un pour le décorer, et pour ses fringues, il a embauché un styliste, et que donc, à la fois, il laisse un peu les autres diriger sa vie. Ses parents aussi qui lui mettent, sa mère et sa manager. qui sont très aimants, mais qui lui mettent quand même pas mal de pression. Et que oui, ça va jouer aussi dans leur relation, parce que c'est quelqu'un qui aime être l'idée, mais qui a aussi peut-être besoin de laisser un peu le vernis se fissurer, quoi. Et Ilya Rozanov, donc, qui est joué par Connor Story. C'est un dieu. C'est un des hommes les plus beaux qui existent. Je pense qu'on a mis le doigt sur un point important du succès de cette série auprès de certaines spectatrices. Ouais, totalement. Alors, Ilya Rozanov, c'est le bad boy. Donc, dedans, il est russe. Il fume, il boit, il couche avec plein de meufs, il est bisexuel, il a déjà eu une histoire. Et comme on le sait, tous les personnages bisexuels couchent avec plein de gens tout le temps. En tout cas, lui, c'est le cas. Oui, vraiment dans la pop culture, il y a que ça. Donc, ouais. Et lui, il est très... c'est un rebelle, quoi. Et c'est vraiment lui qui fait le premier pas auprès de Shane, parce qu'il sent qu'il y a un truc qui se passe entre les deux. Et par premier pas, tu entends se branler sous la douche devant lui. Mais même au-delà de ça évidemment, mais il y a la scène du sport où il y a une sorte... où ils font du vélo côte à côte et ils sont dans une compétition, et où il le fixe et il lui passe sa gourde et tout ça. Tu sens qu'il y a un rapport de pouvoir qui est en train de s'installer, un rapport de séduction, où c'est Ilya qui est dans la maîtrise et l'autre qui est un peu paniqué par ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, dès le début, tu as cette dynamique-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va s'inverser un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a, au final, derrière son côté très arrogant et lumineux et un peu... il est aussi complètement contraint par le milieu dans lequel il vient, par son père qui est violent et hyper réac, son frère qui est pareil, et par le fait qu'il vient de Russie, un pays profondément homophobe. Donc, il y a tous ces éléments aussi qui vont rentrer en jeu, quoi. Oui, en fait, il y a un parallèle entre les deux dès le premier épisode sur la pression qu'ils reçoivent chacun de la part de leurs parents, qui est une pression très différente. Enfin, leurs relations à leurs parents sont très différentes. Mais ils subissent tous les deux énormément de pression et on comprend que ça va les rapprocher. Moi, personnellement, j'ai un beaucoup plus gros crush sur Shane. J'en étais sûre. Ça va, lève pas les yeux au ciel comme ça, pleine de dégoût et de mépris. Non, mais moi, je le trouve trop mignon avec ses grosses dents et ses grosses narines. Pour moi, Connor Story, je pense que c'est le talent d'une génération, quoi. Enfin, je pense vraiment que ce mec, on va le voir dans beaucoup, beaucoup de choses. Je le trouve extrêmement charismatique. Au-delà d'être beau, je trouve qu'il ressemble à une statue grecque et il est vraiment magnifique, quoi. Mais après, il y a évidemment les goûts personnels qui peuvent rentrer en jeu et tout, mais je trouve qu'il a une prestance et il a quelque chose de très félin par moments, d'autres moments très hyper masculin, d'autres moments beaucoup plus... délicat. Il arrive à jouer sur tous ces tableaux-là. Je le trouve vraiment, je trouve qu'il est d'un charisme absolument. Pour moi, en fait, le succès de cette série, auprès de moi en tout cas, et je pense auprès de pas mal de gens, même s'il y en a d'autres qui ont été sensibles au charme de Shane et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup... déjà, les deux acteurs et leur alchimie est très forte et fonctionne très bien, mais je pense que Connor Story, vraiment, ça aurait pu s'écrouler s'il n'y avait pas quelqu'un d'aussi bon dans ce rôle. En plus, le mec, il n'est pas russe du tout. Il arrive quand même à... Enfin, je parle pas russe, mais tu as toute la... Oui, non, pour le coup, je parle un petit peu russe, un tout petit peu russe. Mais c'est impressionnant ce qu'il fait. Ouais, franchement, c'est... Moi, quand j'ai découvert qu'il avait même pas d'origine, en fait, dans sa famille ou quoi, et qu'il avait vraiment appris le russe. Alors, ça se sent dans le sens où il a aucun accent. Genre, quand t'écoutes des vrais Russes, parfois tu comprends pas. Enfin, tu sais, ils ont des accents comme nous en France, on a des accents, quoi. Et lui, il parle vraiment le russe académique, tu vois. Et donc, moi, je le comprends parce que c'est vraiment le russe que j'ai appris à l'école. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, Et même quand il parle en anglais, pas juste l'accent, mais il y a des maniérismes physiques où je trouve que, par exemple, là, j'étais en train de regarder Star City, la série sur... le spin-off de For All Mankind. Voilà, qui se passe en Union soviétique et qui est avec tous les personnages sont incarnés par des Britanniques. Donc, bon, c'est un choix qui a été fait, tout ça. Mais en plus, c'est pas juste que c'est des Britanniques qui les jouent, c'est qu'ils ont tous l'air anglais, en fait. Aucun d'entre eux n'a l'air russe. Et lui, dedans, je trouve que quand j'ai appris qu'il était texan, ce mec, mais j'étais là, mais c'est pas possible. En plus, moi, je l'ai vu au moment où...
ça avait pas encore, enfin ça avait explosé, mais il était pas non plus partout. Et je pensais vraiment qu'il était russe en fait quand j'ai vu la série. Et c'est après quand j'ai appris qu'il était pas, je me suis dit mais il est incroyable. Ce mec. En fait, moi je l'avais vu, je les ai vus les deux aux Golden Globes où j'étais cette année, et ils présentaient tous les deux. Et donc les gens sont devenus fous quand ils sont montés sur scène. Et je voyais qu'ils avaient aucun accent ni l'un ni l'autre. Et donc quand j'ai regardé la série après, je me suis dit il doit avoir des origines russes comme Sébastien Stan qui tu vois des origines roumaines. Et en fait non. Donc ça, je dois avouer que c'est très impressionnant. Mais comme je pense d'un point de vue 100% féminin, j'étais moins émoustillée par lui que par Hudson Williams. Je pense que c'est peut-être pour ça que la série a moins fonctionné à 1000% sur moi, tu vois, parce que t'as sans doute raison, si c'est vraiment lui qui constitue le cœur, tu vois, de la série, enfin l'attraction un peu indéniable que tu ressens quand tu regardes cette série, si tu n'as pas l'attraction indéniable pour lui, enfin moi j'ai été moins attentive à sa performance que toi, enfin tu vois, parce que j'étais pas captivée, j'étais beaucoup plus focalisée sur l'autre, quoi. T'as regardé Dirty Dancing, toi ? Il y a très longtemps, quand j'avais 11 ans. Parce qu'en fait, il ressemble à Patrick Swayze. Je le trouve même plus beau que Patrick Swayze, mais il a un truc dans la façon dont il se déplace. Ça va faire vraiment la meuf. Mais il y a un moment dans l'épisode 4, quand Shane vient lui rendre visite chez lui, où il y a la scène du sandwich au thon, quand il va ouvrir la porte, tu sens que c'est un bon danseur aussi. Enfin, tu sens qu'il a un truc de physicalité que je trouve hyper impressionnant. Et après, clairement, enfin, c'est totalement mon type de mec. Donc, c'est juste aussi ça, c'est que physiquement, je le trouve magnifique. Mais Oui, c'est ça. Moi, du coup, je pense que j'ai été moins sensible sur tous les plans. Et donc, j'ai moins... adhérer. J'ai moins prêté attention aux nuances de sa performance parce que je pense que j'étais rebutée par son personnage au début et par la froideur de son personnage. Pourtant, enfin, j'aime les personnages qui ont un extérieur froid mais qui révèlent une sensibilité par la suite, etc. Mais là, je pense que c'était peut-être le mauvais moment pour moi pour voir ce genre de romance en fait où j'étais vraiment moi là, je veux de la douceur en fait. Je veux de la tendresse, je veux quelque chose de trop choupi et donc vraiment en voyant ça, j'étais ouais non, enfin va te faire foutre en fait. Si t'es pas capable de sourire d'être gentil. La vieille réac. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'ils ont une alchimie qui est excellente, qu'ils sont tous les deux, je trouve, talentueux et charismatiques. Et oui, t'as pas tort. Enfin, ce serait intéressant de voir ce qu'il va faire après de sa carrière, Connor Story. Mais moi, je pense que c'est pas pour rien que c'est lui qui a été sélectionné, par exemple, pour hoster à SNL et tout ça. Il y a un truc où tu sens qu'il est... Enfin, j'ai parlé à plusieurs personnes qui n'étaient pas forcément pour le coup sensibles à son charme physiquement, mais qui ont été hyper impressionnées par son talent, quoi. Non, mais c'est vrai que, ne serait-ce que la performance en russe, c'est un truc de fou, impressionnant. Donc, oui, non, je suis d'accord. Et pour compléter le trio, donc c'est un personnage un peu plus secondaire, mais qui va avoir un rôle pivot dans l'intrigue, c'est Scott Hunter, un autre hockeyeur canadien, qui est joué par François Arnaud. Il est américain ? Américain. Et donc, il est joué par François Arnaud. Qui lui est québécois. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là parce que je pense qu'il est plus relatable d'une certaine manière. Oui, plus mature aussi. Hein. Il est plus vieux et du coup, il n'est pas dans un truc de fuckboy de 19 ans. Même si lui aussi est dans le placard, il a une certaine aisance dans sa masculinité et ses attirances. Et c'est vrai qu'il a quelque chose de plus posé dans son personnage. Et donc, moi, je me souviens que quand j'ai vu l'épisode 3, la première fois, je me suis dit, mais ça aurait dû être sur lui, en fait, la série, quoi. Parce que j'étais beaucoup plus dedans. Ça aurait été tellement chiant. Non, moi, je trouve mignon l'épisode 3. Et puis surtout, en fait, je trouve que l'épisode 3, il est très important parce que d'un coup, tu comprends qu'en fait, la série, c'est pas juste un truc de cul et qu'il va y avoir un truc d'émotion qui va... Enfin, c'est là où tu comprends qu'il y a des sentiments qui vont rentrer en jeu, quoi. En fait, moi, dès le départ, ça, pour le coup, j'apprécie d'avoir attrapé la hype en retard. C'est que je voyais beaucoup de photo-op entre les trois acteurs. Ah oui, donc tu l'attendais. Et voilà, et j'étais là, pourquoi lui, il est dans tous les trucs ? C'est un trio, finalement, pas un duo. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, j'ai plus pensé que ce serait un triangle amoureux. Et donc, j'étais un peu sur mes gardes pendant les 2 premiers épisodes parce qu'on le voit, en fait, à plusieurs reprises. Mais on ne sait pas quel va être son rôle dans l'histoire. Et donc, à partir du 3e, je me suis un petit peu détendue aussi parce que je me suis dit, là, c'est plus intéressant qu'un trio. Enfin, je me disais, en fait, il y a Ilia qui va coucher avec lui pour rendre Shane jaloux, un truc comme ça. Et en fait, ça va complètement ailleurs. Et ça montre, en fait... que même en ayant les mêmes problématiques, c'est-à-dire le fait d'être dans le placard, le conflit que ça va créer aussi avec son emploi du temps et sa carrière, il peut se passer quelque chose de différent. Parce que lui et Kip, le mec qui fait les smoothies, vont tout de suite se mettre dans une relation sentimentale, très sérieuse, vivre ensemble, tout ça, alors que ça va être totalement l'inverse pour Ilia et Shane. Et donc je trouve que le jeu de contraste est vraiment bien, même l'épisode est beaucoup plus doux, plus lumineux, et je trouve que la structure, en fait, de la série, d'avoir fait ça comme ça est assez maligne. Ouais, je suis d'accord.
Même si, pour moi, le plus gros problème, je pense, pour vraiment réussir à rentrer dedans, ça a été la structure des épisodes eux-mêmes. Moi, personnellement, je me suis perdue, en fait, dans toutes les dates. Il faut le voir plusieurs fois. C'est pour ça que c'est... Ouais, voilà, c'est ça, revoir. mais c'est ça mon problème, en fait. C'est que, déjà, moi, c'est une opposition... Enfin, c'est pas une opposition, mais on est un peu en désaccord aussi sur la longueur idéale d'une série pour toi et pour moi. Moi, j'adore les séries super longues. Non, on n'est pas en opposition. J'aime bien les séries longues aussi, si elles sont bien. Mais j'aime bien les séries courtes. Ouais, en fait, moi, j'ai souvent du mal à rentrer dans une série courte parce que j'ai besoin de temps pour m'attacher au personnage et pour vraiment... J'aime voir une intrigue se développer vraiment à pas de fourmi, quoi. Et là, bon, ça va très très vite. En plus, c'est clippé, comme tu le disais. On a des ellipses de plusieurs années à plusieurs reprises dans plusieurs épisodes. Plusieurs mois. C'est saison par saison et tu traverses plusieurs années. Ouais, mais après, je crois dans l'épisode 4, un truc comme ça, enfin, t'as 2012, 2014, 2017. Ça c'est l'épisode, c'est l'épisode 2. Ouais. Moi, j'adore le moment où il court. Quand il court au début et qu'il s'envoie des textos, et c'est toujours sur soit Sea Lion de Feist ou soit une autre chanson que j'ai écoutée mais 10 000 fois. Ouais, bah alors moi, ça c'est mon plus gros problème avec cette série. Ah, mais moi, ça me donnait envie d'aller faire de la course à pied. Ah non, mais moi, la BO, je la trouve cauchemardesque, en fait. Ah, ben. Enfin, vraiment, je peux pas. J'avais envie de m'arracher les oreilles. My Moon, My Man. Ouais. C'est un enfer. Je veux plus jamais l'entendre, cette chanson. Et en plus, la série fait un choix très bizarre, c'est-à-dire qu'elle te fait des ellipses de plusieurs années, mais par contre, elle te met les chansons en entier. Donc, il y a tout qui est clippé, sauf la musique. Et donc, tu as des séquences de genre 5 minutes avec My Moon, My Man, des séquences de 5 minutes avec All the Things She Said de Tattoo. Ah non, cette scène est incroyable. C'est pas une scène, c'est genre la moitié de l'épisode. Non, mais pas du tout, ça va pas la tête. Connor Story qui est en train de se branler sous la douche sur du tatou. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Non, alors, enfin... c'est pas du tout ça qui se passe. Ça se passe dans un club. Le All the Things She Said, c'est quand ils arrivent dans le club à la fin de l'épisode 4. Ils arrivent dans un club à Montréal. Shane essaie d'avoir une relation avec une meuf et c'est une star célèbre, une actrice célèbre. Et Ilya essaie juste de niquer pour oublier Shane. Et en fait, ils se retrouvent dans le même club parce qu'ils viennent tous les deux de jouer à Montréal. Et il y a la musique All the Things She Said qui commence au moment de cette scène. Et quand Ilya se retrouve... qui ne s'arrête pas jusqu'à la fin du morceau. Mais même plus que ça, c'est-à-dire que oui, parce qu'après il y a un remix. Un remix. Mais non, parce que alors là, vraiment, moi je suis pas du tout d'accord. Je trouve que cette scène elle est hyper réussie. Et après tu as justement un parallèle entre, en fait, ils s'observent d'un bout à l'autre de la piste de danse. Tu comprends que c'est un petit peu onirique parce que sinon tout le monde se douterait qu'ils sont en train de niquer, quoi. Et en fait, après, tu vois comment leurs soirées respectives se terminent, où l'un essaie de coucher avec sa meuf alors qu'il a vraiment pas envie, et l'autre est sous la douche. Et en fait, la façon dont c'est coupé, c'est à plan contre plan avec leurs deux visages, et tu comprends, en fait, au moment où ils sont en train de jouir chacun séparément, qu'ils sont en train de penser l'un à l'autre. En fait, c'est la façon dont c'est... Cette scène, moi, je trouve, au contraire, quand Ilya l'observe dans la boîte de nuit, c'est un des meilleurs moments de yearning, qui est un des trucs dont on a parlé beaucoup autour de cette série. C'est un terme anglais pour définir une sorte de désir. L'attente et le désir, quoi. Ouais, mais un désir un peu douloureux, quoi. Enfin, un désir de quelque chose que tu peux pas vraiment avoir. Et à un moment, quand Ilya comprend que Shane est dans la boîte de nuit parce qu'il voit un ami de la meuf de Shane et qu'il le reconnaît, il se retourne en le guettant et d'un coup son regard, mais ça me transmet. Mais moi le truc c'est que Tattoo m'a aliénée, quoi. Mais non, c'est trop bien Tattoo, c'est un... Non mais en fait au début j'étais contente et je me suis dit ah putain ça je l'avais pas forcément mis sur mon bingo mais why not, tu vois. Et en fait la musique dure tellement longtemps et après le remix ça m'a sorti de la scène, j'étais juste en train de dire mais faites cesser cette musique, quoi. Mais n'importe quoi. Et c'est pareil avec My Moon, My Man, enfin je comprends pas pourquoi, c'est quand même assez rare d'avoir des morceaux entiers dans une chanson et en plus ils ont choisi les morceaux les plus répétitifs de l'histoire de la musique. Je suis d'accord pour My Moon, My Man. Mais pareil même avec Mange tout de Wet Leg, en fait c'est que des chansons que j'ai entendues mais tellement de fois et je peux plus les saquer, mais vraiment plus les saquer. Oui, et j'ai une meilleure tolérance pour Wet Leg, mais quand même. Alors, Mange tout de Wet Leg, je l'ai écouté 18 000 fois après cette série, justement parce que... Je n'en ai aucun doute. Voilà. Mais en fait, moi, le côté clipesque me dérange un tout petit peu, mais je trouve qu'en fait, il avait une contrainte qui est le fait que cette relation évolue sur de nombreuses années et qu'il y a beaucoup de répétitions au début, parce que toute leur relation au début, c'est juste de niquer, en fait. Et donc, je trouve que la façon dont il construit ces moments de clip un peu peut être un peu frustrante, mais en même temps est assez maligne pour montrer l'évolution de leurs sentiments. Par exemple, je crois que c'est sur Mange tout, sur Feist, où tu vois l'évolution, où en fait, sur plusieurs années, tu vois qu'ils couchent ensemble quand ils se voient, qu'ils s'envoient des textos au fur et à mesure. Et en fait, tu vois, il y a au tout début du clip, de cette séquence,
Quand il est en boîte de nuit et qu'une meuf le drague, il commence à l'embrasser et tout ça. Après, il calcule toujours un peu la meuf, mais un peu moins. Et à la fin, il veut même plus au bout de 2-3 ans à faire ça avec Shane, tu comprends qu'en fait, il est sur son téléphone et qu'il en a plus rien à faire des meufs qui peuvent le draguer en boîte de nuit et tout ça. Et ça, c'est en l'espace de 2 minutes, il établit cette évolution dans leur relation. Et je trouve ça quand même assez malin, la façon dont il a fait. C'est comme son jeu autour de... Quand je dis il, c'est Tierney, le créateur, le showrunner. Je trouve que le jeu, par exemple, autour des textos, parce que les textos, dans le livre, ça fonctionne pas pareil. Ils s'échangent pas autant de textos et tout ça. Et le fait, par exemple, qu'ils jouent autour de leurs échanges pour montrer un peu l'évolution et qu'ils jouent aussi pour montrer ce que le personnage pense. Tu le vois écrire un texto puis l'effacer ou des choses comme ça. C'est des petits trucs d'adaptation qui sont vraiment... Tu sens que ça a été réfléchi et que c'est malin, quoi. Oui, mais je pense que j'étais un petit peu frustrée par ça aussi, que... J'en attendais peut-être trop, quoi. Mais je me disais, pour moi, pour qu'il soit vraiment réaliste sur les textos, il faudrait qu'il écrive ha 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 et qu'après, finalement, il mette ha ha. Et puis qu'après, il ait un doute, il efface, il mette un smiley et qu'après, il efface et qu'il remette ha ha, tu vois. Oui, mais attends, je sais que tu veux que ça... C'est comme ça qu'on échange par texto, en fait. Je sais que tu veux que ça avance à pas de mouche, mais quand même, là, ça serait vraiment hyper frustrant. Mais bon, la musique, moi, je trouve que, clairement, la première fois que je l'ai vue, j'étais là, oulala, les choix musicaux. Mais après, je me suis dit, bon, ils collent avec l'époque. C'est des artistes, pour certains, canadiens de 2010 et tout. Oui, en fait, c'est que ça. C'est en dehors des 3 morceaux qu'on a cités, c'est de la pop canadienne. Oui, ou française parfois. Oui, voilà, en tout cas francophone. Ouais. Et moi, c'était vraiment... La musique m'a vraiment sortie de la série de manière générale. Eh ben, je dirais que moi, j'étais pas fan de la musique la première fois et il faut que tu persistes. Okay. Ouais, mais ouais, non, c'est vraiment ça mon problème, c'est qu'en plus, je l'ai revu du coup mais j'étais moins concentrée la deuxième fois. Non, enfin, je pense qu'il y a un truc qui me laisse un peu à distance et je pense que c'est vraiment en partie la timeline où je trouve que ça va très très vite. 6 épisodes, je trouve ça très court et j'ai envie d'en voir plus, mais je commence à être investie au moment où ça se termine, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'étais vraiment pas investie émotionnellement jusqu'à l'épisode 5. Ouais, jusqu'à la fin de l'épisode 5. Après, je sais pas s'il y avait tant de choses de plus à dire sur cette relation qui aurait tenu. Enfin bon, je sais non, pas. C'est ça. Et puis en plus, ça a bien marché pour les 2 tiers de la planète. Donc, puis c'est des contraintes aussi de budget ou de choses comme ça. Ça reste une petite plateforme. Ils produisent une saison de 6 épisodes. Tu vois, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'ils ont eu un budget moyen de 2 millions par épisode, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment que dalle. Oui. Quand on regarde qu'il y a des épisodes de Game of Thrones qui ont coûté 100 millions, oui. C'est hallucinant. Enfin, en fait, ça se sent dans la série. Il y a un petit côté cheap parfois, mais c'est plutôt impressionnant. En fait, je pense que c'est aussi ça qui la rend si populaire et charmante, c'est qu'ils arrivent à faire beaucoup avec assez peu, quoi. Et en plus, avec des découvertes dans le casting. Et je pense que ça, pour le coup, on est nostalgiques toutes les deux de ces découvertes-là. Tu vois une série et puis tu tombes amoureuse d'un acteur dont tu n'avais jamais entendu parler avant, quoi. Oui, et la série fait plutôt bien ça. Ouais, et puis il y a un côté assez grisant à découvrir une série via le bouche à oreille au lieu d'avoir genre la dernière série Apple TV. J'aime beaucoup les séries Apple TV, en plus, c'est vraiment pas contre eux, mais c'est juste Imperfect Women, là, par exemple, avec Elizabeth Moss et Kerry Washington. Et enfin, t'es là, en fait, les espèces de casting à multiples stars qui, au final, ne sont vraiment pas... C'est une série qui pourrait ressembler à toutes les autres. Et là, d'un coup, t'as un truc qui arrive, qu'on n'avait pas vu, qui surprend tout le monde, parce que, en plus, bon, il y a un mépris autour de la romance en général et tout ça. Et là, 2 hockeyeurs gays, oh là là, enfin... Et en fait, qui arrive à prendre d'assaut via le bouche à oreille et tout ça, de façon planétaire, les téléspectateurs. Je trouve ça... Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper grisant comme moment, en fait. Alors toi qui es une experte de l'attention sexuelle et romantique dans la vraie vie et dans la culture, merci. Je sais, j'ai su assez rapidement parce que tu m'en as parlé que t'étais vraiment, que cette série t'a obsédée, comme tu le disais, pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu regardes cette série ? Qu'est-ce que ça déclenche chez toi ? Parce que je pense que t'es loin d'être la seule et j'ai envie de comprendre vu que moi je l'ai pas vraiment ressenti, tu vois, ce truc d'obsession. C'est la même chose que je peux avoir sur certains livres romantiques ou des choses comme ça. Déjà, quand je sais où ça va, j'aime bien, j'ai un côté de frénésie où j'ai envie d'arriver à ces moments où je sais que ça va être satisfaisant et tout ça. Mais dans le meilleur de la romance en général, et je parle même pas du genre romance, je parle de la romance dans les livres de Jane Austen, dans ce que je ressens dans les meilleurs moments et ce que je ressens dans certaines scènes de Heated Rivalry. En plus du côté, je me rince l'œil en regardant, je l'admets, hein, mais les acteurs, et la série est aussi bâtie pour ça, quoi. Je sens une sensation physique où mon cœur se resserre.
Non, mais c'est vrai. Et tu l'as ressenti avec Ouais. It's a Rivalry. Ouais. Bah, je te dis, il y a plusieurs scènes, en fait. et Moi, c'est- je pensais que tu le ressentais plus sur les films vraiment tragiques, tu vois. Ben, en fait, pour moi, c'est les épisodes 4 et 5, justement, où il y a un truc d'impossibilité, où tu sens qu'ils sont... c'est des scènes très spécifiques, je les ai encore en tête. La scène de la boîte de nuit, pour moi, vraiment, il y a ce moment-là où je le ressens. Et dans l'épisode 5, la scène où ils sont attablés au bar et où ils se retrouvent après un moment de séparation, parce que l'autre était justement avec sa copine et tout ça. Et ils se retrouvent à un All-Star Game en Floride et ils reconnectent. Et en fait, tu vois dans le regard de Ilya, enfin, tu vois tout le désir qu'il a pour ce mec et le fait qu'il... Enfin, toute l'impossibilité qu'il y a aussi derrière ça et tout ça. Enfin, je trouvais ça hyper... ça a fonctionné. C'est-à-dire que c'est des moments comme ça où j'étais hyper investie dans leur relation, quoi. Ouais. Moi, je crois que j'étais vraiment trop terre à terre, où j'étais là, mais attends, ils sont dans la même équipe, mais avant, ils n'étaient pas dans la même équipe, mais c'est des équipes nationales ou c'est des équipes de ville? Mais non, je c'est des comprends pas. All-Stars, Anaïs. Oui, mais genre, en fait, à plusieurs... Comme ça dure sur 10 ans, ce que même moi, j'avais pas forcément compris, parce que ça va tellement vite et t'as la date qui passe et en fait, je prête pas attention. Et du coup, après, je me dis, mais je comprends pas, combien de temps s'est écoulé? Le truc du All-Star, il est établi dès le début de l'épisode par les commentateurs. Oui, ça, c'est un peu plus établi, mais je crois que déjà, mon cerveau s'éteint automatiquement quand il y a des commentateurs sportifs qui parlent, tu vois. Ça, c'est Et con. donc, Dans cette série, c'est problématique. Et ouais, voilà. En fait, je pense que vraiment, il y a des parties de la série auxquelles j'ai pas prêté attention. Et du coup, c'était difficile de m'immerger par moment. Et ouais, je me posais la question de ils sont à quel niveau, en fait, et ils jouent pour quelle ville, et je comprends pas le système. Et je crois que ça m'a un peu laissé en dehors de certaines intrigues. Et puis aussi, par exemple, pour l'épisode 3, il me semble, on refait tout, en fait, toutes les timelines, mais du point de vue de Scott. Donc, tu revois des trucs qu'on a déjà vus. Et il y a aussi, par exemple, il y a une scène où Scott retrouve à Sochi, il retrouve Shane ouais. dans un café. Et tu la vois à plusieurs reprises, cette scène. Et moi, j'étais là, oh là là, mais en fait, là... c'est trop compliqué, quoi. Ouais. J'ai besoin de fiches Bristol à côté, en fait, pour être sûre de suivre exactement la timeline de qui fait quoi à quel moment. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord que ça, c'est un peu compliqué. Les premières fois, les 3-4 premières fois. C'est ça, après, ça finit par rentrer. Mais non, et pour finir de répondre à ta question sur ce que je ressens, il y a aussi un truc de giddiness, tu vois, où ça me donne le sourire, quoi. Il y a plein d'échanges ou de scènes où je suis juste... j'ai le sourire parce qu'il y a des moments que je trouve hyper mignons ou romantiques ou... juste excitant, quoi, mais même pas émoustillant nécessairement, mais où j'ai envie de voir la suite et tout, quoi. Ouais. Je crois qu'il y a un moment aussi où, je sais pas, ils se parlent mal quand ils se voient. Et juste après, tu vois qu'ils sont en train de s'entraîner pendant l'été et que Shane lui écrit « Passe un bon été » avec un petit wink. Et j'étais là, mais vous venez d'avoir une scène hyper tendue juste avant où vous avez l'air d'être en froid. Je sais pas, j'avais du mal parfois à suivre les hauts et les bas de cette relation, quoi. Oui, mais justement, il voulait rattraper un peu les choses. Peut-être. Je regrette de ne pas avoir été plus investie. Après, je reconnais que l'épisode 5, qui débloque vraiment tout, est assez magistral. Parce que là, déjà, il y a les deux intrigues entre Scott et le couple principal qui se rejoignent d'une manière qui est merveilleuse. Puisque, du coup, Scott qui reste dans le placard avec Kip... et on voit à la fin de l'épisode qu'il est en train de jouer un match de finale. Les deux autres ont déjà été éliminés, où ils jouent pas, donc ils sont en train de regarder le match à la télé. Ilya et Shane, chacun séparément. Et Scott remporte la coupe. La Stanley Cup. La Stanley Cup, voilà. Jamais Marine a été aussi pro en hockey. Après, j'avais vu des matchs de hockey, moi, en live. C'est très sympa. Bravo. Et donc, Scott gagne le match. On voit qu'il y a Kip, son petit ami secret dans les gradins, qui est en train de pleurer. C'est hyper triste. Et il dit non, mais t'inquiète, je suis pas triste. À sa meilleure amie, elle lui dit mais t'as le droit d'être triste. Et c'est vrai que là, moi, ça m'a serré le cœur de me dire putain, il est amoureux de ce mec et il peut pas vivre au grand jour ça. Et là, j'ai su ce qui allait se passer parce que c'est des trucs qu'on a vus en plus dans la vraie vie, quoi. Des athlètes lesbiennes qui vont embrasser leur femme sur le bord du cours ou un truc comme ça. Et donc là, Scott lui fait signe parce qu'on sent qu'il est à un tel niveau de puissance aussi dans sa carrière qu'il peut se permettre de... s'il y a un moment où il peut prendre le risque de faire son coming out, c'est maintenant. Et donc, il le fait de manière assez grandiloquente, mais il fait signe à Kip de le rejoindre et il l'embrasse sur la glace. Hunter now trying to get someone's attention, apparently inviting someone from the crowd down to the rink. I love you so fucking much. I love you too.
Et là, Shane et Ilia sont en train de regarder ça, chacun de leur côté à la télé. Et évidemment, ça débloque un truc chez eux aussi, parce que cette impossibilité n'est plus si impossible que ça, parce qu'il y en a un autre qui l'a fait, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Je trouve que ce moment est génialissime. Et il y a un truc de mise en scène qui est pas mal fait, où la caméra tourbillonne sur la glace autour du baiser de Kip et Scott. Et en fait, la façon dont ils sont filmés quand ils regardent la scène, Shane et Ilia, la caméra tourbillonne aussi autour d'eux. Et donc, ça fait une forme... on sent qu'ils sont emportés dans ce moment aussi. Ouais. Ça rend le truc hyper dynamique et c'est aussi... c'est assez intelligent sur la façon dont ça met en scène ce moment, quoi. Et un autre moment qui est génialissime dans l'épisode 5 et qui m'a beaucoup émue, c'est la discussion entre Shane et sa petite amie, qui est une actrice célèbre, qui est jouée par Sophie Nellis, qui est super, je trouve. Qui était dans Yellow Jacket. Et là, en fait, elle comprend qu'il est probablement gay et ils ont une conversation extrêmement douce et bienveillante où elle l'amène à en parler alors qu'il n'a jamais parlé de son homosexualité à qui que ce soit, à part Ilia. Et qu'il ne s'est même pas avoué à lui-même. Voilà. C'est-à-dire que... Et clairement, c'est quelque chose qu'il a encore beaucoup, beaucoup de mal à accepter. Are there any, like, gay hockey players? I mean, yes. Obviously there are, but are there any openly gay players? Yeah, no. I mean, yeah, there are probably gay players or whatever, but none that have said it publicly. I really like you, Shane. I like you too. But I have a feeling that maybe I'm not doing it for you. Oh, yes, you are. I know you like talking to me. Yeah. But do you like kissing me? Sure. Wow. No, of course I do. Sorry. Oh, hey, don't apologize. I have a feeling, and maybe I'm completely off base here, but I don't know, I feel like maybe you'd rather be kissing Miles. Hey, it's really okay. It's not. Et elle lui dit non mais attends, je suis une comédienne, t'imagines pas le nombre de gays avec qui je suis sortie en fait, donc c'est pas un problème et je veux qu'on soit amis, tout ça. Et cette scène, je l'ai trouvée tellement belle. C'est un peu comme dans Lady Bird, il y a une intrigue assez similaire et ça, je trouve que ça fait énormément de bien. Et en fait, cet épisode-là, je me suis dit waouh, je comprends pourquoi ça a pu déclencher aussi une émotion extrêmement forte, notamment pour des personnes qui étaient dans le placard, qui sont encore dans le placard, qui n'ont peut-être pas reçu cette bienveillance-là à ce moment-là, parce que c'est très très doux, quoi. Et je me souviens, je crois que j'avais entendu à la radio britannique quelqu'un qui avait envoyé un long courrier, un homme assez âgé qui était marié avec une femme et qui disait je suis très heureux avec ma femme, tout ça, mais j'étais athlète plus jeune et j'ai eu une histoire assez similaire et je repense tous les jours à ce qui se serait passé si on avait pu tous les deux à l'époque assumer notre désir, quoi. Et c'était hyper émouvant d'écouter ce truc et j'avais écouté ça vraiment des mois avant de regarder la série. Et là, en voyant cet épisode, j'ai compris, tu vois, ce que ça avait pu déclencher chez plein de gens. Non, elle est très belle cette scène. Elle ouvre en fait l'épisode 5. Et il est très bon, je trouve, c'est ça. dans ces en moments-là. En fait, moi là, c'est là où je trouve qu'on comprend que Hudson Williams est vraiment un bon acteur. Parce qu'il y a des moments où je trouve dans les premiers épisodes où tu peux te demander s'il n'est pas un peu... raide ou awkward et tout ça, et en fait dans ce moment-là tu comprends qu'il est vraiment doué aussi et c'est son personnage qui est raide en fait. Voilà, exactement, et il incarne le personnage, quoi. Mais oui, moi je trouve que cette scène elle est hyper forte, mais oui, tout cet épisode je trouve, mais moi j'aime beaucoup l'épisode 4 aussi, hein, donc parce que le moment du tuna melt sandwich. You like tuna melt? You want to make me a tuna melt? I was gonna make one for me, I can make two. You head to Florida after this, right? Yeah, right after the game, Tampa, then Sunrise. Then we go to Dallas and St. Louis. Ah, all the hot spots. Ginger ale cold enough? Yeah, it's great. Good. Food will be ready soon. Moi, vraiment, le truc qui m'attirait le plus dans la scène, c'était le sandwich. Mais Oui, mais là, tu as un renversement où il y a Ilia qui, justement, devient le plus vulnérable et le plus presque amoureux des deux. C'est-à-dire que lui, il tente un truc. C'est-à-dire l'autre, il est tellement dans le contrôle et
dans le déni, qu'il il veut tirer son coup comme d'habitude et partir le plus vite possible. Et là, c'est Ilia qui dit mais reste, qui lui fait à manger. Tu comprends. Et il l'appelle Shane aussi, non? Je crois que Oui, c'est à la un moment, première fois. quand ils sont en train de coucher ensemble la deuxième fois, il dit Shane et je me demande même si, enfin, je sais plus ce qu'il dit, mais il dit un mot tendre aussi ou un truc comme ça et sweetheart ou un truc comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un moment où il dit ça et même, tu vois, par exemple, qu'il a il a du Canada Dry dans son frigo, donc tu comprends qu'il avait prévu des trucs pour qu'ils viennent parce que c'est la boisson de Shane et tout ça. Moi, j'avais pas repéré ça non plus. Enfin, vraiment, j'étais waouh, les fans sont tellement à fond parce que moi, j'avais pas capté que la ginger beer, le ginger ale, c'était sa boisson un peu rassurante. C'est surtout, c'est le truc, il boit pas d'alcool, donc c'est toujours le truc qu'il boit et dans le livre, c'est beaucoup plus explicite, quoi. Okay, ouais. Mais dans l'épisode 5, quand il arrive en Floride et qu'il admet son homosexualité, qu'il fait son coming out auprès d'Ilia et tout ça, là, il prend une bière, par exemple. Tu vois qu'il est dans un truc où il est moins dans le contrôle et tout. Okay. Enfin bon, bref. Mais ouais, moi, j'aime le 4 et le 5, je les trouve vraiment, 4, 5, 6, je trouve vraiment que c'est des super épisodes, quoi. Ouais, non, moi, c'est vraiment le 5 que je retiens. Et puis le 6, en fait, toute leur scène de sexe, tout ça, j'avoue que ça me passe un peu au-dessus. Mais par contre, tout ce qui se passe avec ses parents à Shane, oui, ouais. c'est très bien fait aussi, puisque donc il se passe vraiment le pire scénario envisageable pour Shane. Il est surpris en train de se chauffer avec Ilia. Ouais, j'ai envie de dire, c'est le pire scénario envisageable. Il y a encore pire. Non, mais même pour beaucoup de gens, en fait. Oui, T'as pas envie d'être surpris par un de tes parents en train de chauffer qui que ce soit. Oui, c'est clair. Mais là, en plus, avec ton petit ami secret, qui n'est même pas encore officiellement ton petit ami. Et qui est ton plus grand rival. Ouais, parce que c'est ça le truc rival, aussi, quand ils voient Scott, tu vois, ils se projettent, mais en même temps, ils savent très bien que c'est impossible pour eux. Parce qu'il y a aussi tout le récit autour de leur rivalité qui est hyper... Oui, alors que on sait très bien que ça marcherait du tonnerre. Oui, pour dire les deux rivaux qui couchent ensemble, excuse-moi, mais il n'y a pas mieux, quoi. Enfin, réfléchissez un peu, les gars, quoi. Mais oui, et en fait, évidemment, le père est tellement pris de court qu'il se barre. Et en fait, je pense que là aussi, Shane a une réaction qu'ont beaucoup de personnes queer, qui est de dire, je suis quasiment sûre que mes parents le vivraient bien, mais je suis pas sûre à 100% non plus, quoi. Et que donc, il y a cette inquiétude avant d'aller les voir, de se dire, je sais pas du tout ce qui va se passer là, et donc ils vont les voir tous les deux, et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se noue de très très fort entre Shane et Ilia. Ilia qui est hyper présent aussi pour lui émotionnellement dans ce moment-là, et donc là, moi, j'étais beaucoup plus à fond, et j'ai trouvé ça vraiment super, la réaction des parents qui sont choqués, surpris, qui savent pas quoi dire, un peu gênés, et en même temps très bienveillants. Donc ouais, j'ai trouvé ça très très réussi. Ouais, elle est très juste, cette scène. I'm gay, which I was going to tell you soon. I'm sorry I didn't tell you sooner. And this is Ilya Rozanov, but you already know that. Right. He's visiting and we're, Lovers. no, Ilya, that's gross. But you hate him. No. I mean, I get that, but no, I actually, I love him. I did not want this to be how I told you. I'm sorry. Can we just sit down, please? J'ai l'impression, de ce que j'ai lu, vu, entendu, que la série a suscité un engouement extrêmement fort chez un public majoritairement féminin. 53% du public. Très précisément, merci J'avais fait Marie-Téling. la recherche. Est-ce que tu penses que c'est justement lié juste au fait qu'il y avait tout un public féminin qui voulait se rincer l'œil? Parce qu'on pourrait aussi imaginer qu'il y aurait eu plus un public queer masculin. Il y a 47% quand même d'hommes qui ont regardé ça aussi. Et donc, et il y a un public queer féminin très important qui a regardé ça aussi. Je pense que ça a beaucoup plu, en tout cas de ce que j'ai vu et dans les interviews que j'ai faites pour le dossier que j'avais écrit et tout ça, l'article que j'avais coécrit, il y avait beaucoup d'interlocutrices qui me disaient qui étaient justement trans ou qui étaient non-binaires ou qui étaient lesbiennes et qui qui pouvaient vachement projeter dans cette relation. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que ça plaît beaucoup à un public féminin. Déjà, le public de la romance en général est un public très majoritairement féminin et c'est une œuvre de romance. C'est juste... Il y a une grosse part de la romance aujourd'hui qui est une part, on appelle ça male on male, donc de couples queer gay.
de couple de mecs, carrément. Et donc, le fait que ça plaise à un public majoritairement féminin, c'est pas du tout déconnant. Et ensuite, il y a aussi le fait que, bon, évidemment, on se rince l'œil, c'est sûr, ils sont très beaux et tout, mais il y a aussi le fait de se projeter dans des scènes de sexe et dans une relation, parfois une relation de pouvoir, avec des dynamiques qui peuvent être émoustillantes pour certaines femmes, mais dès que tu les appliques à une relation hétérosexuelle, il y a un rapport de pouvoir asymétrique ou dérangeant, parce qu'il y a tout ce que ça charrie avec, qui là, d'un coup, c'est complètement évacué, parce que c'est une relation entre deux hommes. Et du coup, il n'y a pas ce rapport qu'il peut y avoir dans l'hétérosexualité ou ce rapport qui peut... On peut plus projeter les mêmes trucs dérangeants qu'on peut, même s'il y a évidemment... leur relation est toxique. Il y a un rapport assez toxique et un rapport de domination, en tout cas dans les premiers épisodes. Quoi. Bien sûr, mais en même temps, c'est un rapport qui ne charrie pas des centaines et des centaines d'années d'histoire de domination d'un sexe sur l'autre, en fait. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile de se projeter là-dessus et beaucoup plus déculpabilisant et léger, en fait, de se projeter là-dessus que sur un mec qui dirait assieds-toi et touche-toi devant moi. Et enfin, tu vois, il y a des trucs qui seraient beaucoup plus dérangeantes et sur lesquels on pourrait... Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas déconstruire ou décortiquer les rapports de pouvoir qu'il y a dans ce couple ou la toxicité qu'il peut y avoir ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est des choses qui ont été... Il y a eu plein d'articles là-dessus et plein de choses écrites en général sur le fait que pour les femmes, se projeter sur des relations homosexuelles entre hommes, c'était aussi voir parfois du sexe qui peut même être un peu violent ou des choses comme ça, ou qui peut être dans des dynamiques pas d'emprise, mais des dynamiques de pouvoir et de domination, sans avoir ce côté-là de l'hétérosexualité inégalitaire, quoi. Je pense que l'aspect secret de la relation, c'est un truc qui, déjà, fonctionne dans la romance, que ce soit gay ou hétéro, mais qui va évidemment parler beaucoup à un public queer qui a peut-être connu des histoires comme ça et qui, en plus, marche très bien narrativement, puisque ça crée un empêchement quasi impossible. Totalement. Et ce désir, ce yearning dont tu parles, qui peut durer sur des années et des années. Donc, je pense que ça fonctionne très bien aussi. Moi, je crois qu'il y a un autre truc aussi pour ajouter à la pile de choses sur lesquelles j'étais sceptique, mais je crois que je me disais, mais je refuse de croire que ton fuckboy pendant 8 ans devienne ton petit ami, tu vois. Mais c'est beau, après on est là pour fantasmer, oui, mais donc en fait, fantasmons. Mais... Non, mais en fait, il faut pas regarder la crédibilité. C'est du genre romance, en fait. Donc, tout est complètement délirant, en fait, du début à la fin, en général. Donc là, c'est un des trucs les plus réalistes. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, évidemment, c'est... Même dans la romance, en fait, les hommes sont toujours guéris à la fin, tu vois, de tous leurs problèmes d'engagement et tout ça. Et tous les problèmes de communication sont réglés. Et la femme peut vraiment l'aider à régler tous ces maux. Et la tout femme ça. a réussi à le réparer. Exactement. Incroyable. C'est le principe. Et évidemment que du coup, il y a un côté néfaste dans tous ces clichés. Mais c'est assumé par Jacob Tierney et c'est assumé par les gens qui lisent de la romance ou qui l'écrivent et tout ça. En fait, parfois, on a juste envie un peu de rentrer dans le fantasme et de pas trop se poser de questions et se dire est-ce que c'est vraiment réaliste que ton fuckboy de 8 ans devienne ton mec et t'accompagne de façon hyper tendre et mature quand tu vas faire ton coming out auprès de tes parents. Non. C'est clair. Mais bon, c'est ça qui vend du rêve en fait, tu vois. C'est comme c'est pas réaliste de courir à travers un aéroport pour faire ta grande déclaration d'amour. Non, c'est vrai. Je sais pas, moi je le fais assez souvent, mais... Je voulais aussi qu'on parle quand même de l'aspect... t'en as parlé, t'as dit que Shane était sur le spectre. L'acteur lui-même, Son Williams, a dit qu'il l'avait joué comme un personnage autiste. Moi, honnêtement, si j'avais pas vu les milliards de stories Instagram et d'articles sur le sujet, je n'aurais jamais relevé la neuroatypie de ce personnage. Oui, mais en fait, elle est pas là pour... Mais peut-être que that's the point, puisque j'ai aussi lu pas mal de choses qui disaient que justement, il faut arrêter de montrer les personnages autistes comme genre The Good Doctor, qui a un peu d'éthique verbaux et physiques en permanence et qui est incapable de fonctionner dans la majorité des contextes, sauf quand c'est un génie qui va sortir des trucs scientifiques. Et que là, c'est vrai que c'est plein de choses qui sont beaucoup plus subtiles. Et donc, j'ai aussi plus prêté attention à ça après avoir vu les articles dessus. Mais c'est vrai que c'est tellement discret dans le personnage que... Mais c'est pas censé... À aucun moment, c'est précisé dans le livre et à aucun moment, c'est précisé dans la série. En fait, c'est juste un truc de contexte que l'autrice elle-même a mentionné en dehors des livres et des choses comme ça, en disant qu'elle l'avait écrit
en pensant que c'était un personnage qui était sur le spectre. Et en fait, du coup, Hudson Williams l'a joué en pensant que c'était un personnage qui était sur le spectre, mais ça, tu peux regarder la série sans savoir ça et ça n'a aucune importance. Oui, c'est ça. Je crois même qu'elle a dit qu'elle l'avait pas écrit en pensant qu'il était autiste, mais qu'à posteriori, elle s'était dit « Ah, il est sûrement autiste ». Oui, et qu'elle-même a un fils autiste et qu'elle avait sans doute projeté des trucs aussi dans la personnalité de Shane. Mais après, tu le vois à travers des petits trucs sur justement le fait qu'il plie son pantalon avant le... Enfin, il a un truc... Oui, mais bon, franchement, après, je veux pas m'auto-diagnostiquer en direct, mais j'étais là, à ce moment-là, enfin... Tu plies ton pantalon. Non, mais je sais pas, mais prenez-moi dans le club des autistes parce que, juste le fait de zoner totalement dans ta bulle quand t'es dans un contexte social où tu vas être très hésitant sur comment capter les signaux de ce que la personne en face de toi te dit, etc. No comment. Voilà. Bienvenue dans le podcast Autodiag. Non, mais en tout cas, je trouve ça très bien aussi de voir que ça a touché une corde pour beaucoup de spectateurs sur l'aspect de la sexualité, de l'amour, mais aussi sur cet aspect-là, où il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était une représentation peut-être plus subtile et plus correcte de ce que c'était d'être sur le spectre neurodivergent, neuroatypique, autistique. Et donc, je pense que c'est bien de le préciser ici. Il va y avoir une saison 2 ? Oui. Ok. Ça a été renouvelé. Et en fait, il y a un livre qui a une suite. Ok. Que moi, j'ai même préféré le deuxième livre que le premier, mais je vois mal comment... je crois pas trop en la saison 2 de cette série. Pour moi, c'est un phénomène un peu... Et du coup, c'est avec les mêmes personnages ou c'est genre d'autres joueurs gays Non, alors, la série Game Changers... Qui jouent au basket. Non. Game Changers, toute la série, c'est des hockeyeurs. Il y a un sous-genre énorme dans la romance qui est le sous-genre des relations entre hockeyeurs. Ou des relations où le mec est hockeyeur et la meuf est pas hockeyeuse. C'est parce qu'ils peuvent faire plus de jeux de mots sur la grosse crosse et... Non, c'est pas pour ça. C'est parce que, déjà, je pense qu'il y a pas mal d'autrices canadiennes et c'est parce que aussi, c'est un milieu qui est très testostéroné, où tu peux avoir des figures de mâles alpha à l'ancienne que tu pouvais avoir dans des vieux romans où c'était des chevaliers ou des trucs comme ça, où là, en fait, ou des soldats ou je ne sais quoi, qui avaient du coup un code hyper masculin. Et dans la vie, aujourd'hui, dans la modernité, tu peux pas... Pour établir ça, il y a un côté un peu gladiateur sur glace qui situe tout de suite et du coup qui rend ce sous-genre très très populaire dans la... Et je pense aussi parce qu'il y a certaines œuvres qui ont plu et du coup après ça a fait un effet boule de neige et parce que ça a commencé aussi dans la fanfiction. Il y a pas mal de gens qui imaginaient des relations. Rachel Reed, en fait, elle avait imaginé une relation entre... Crosby, je crois qu'il s'appelle, qui est la plus grande star américaine de hockey, et un autre mec qui était un Russe qui était son rival. Et c'est comme ça que ça a déclenché en fait son histoire. Et pour elle aussi, c'était une façon de réinvestir un peu le hockey, qui est un milieu hyper masculin et hyper hétéronormé et homophobe aussi, parce que dans les vestiaires et tout ça, il y a beaucoup de blagues qui circulent, comme dans énormément de sports, de le rendre plus queer, quoi. Un peu de force par l'extérieur. Et donc, la saison 2, c'est... Et la saison 2, donc, en fait, toute la série Game Changers, t'as un couple à chaque fois différent. Donc, il y a beaucoup de mecs gays dans cet univers du hockey. Mais Shane et Ilya ont leur deuxième livre. Donc, j'imagine que la saison 2 va être sur le deuxième livre de Shane et Ilya. Okay. Où, du coup, tu vois la suite de leurs décisions, de leur... Oui, parce que moi, j'étais un peu à la fin de la saison. Je suis là, c'est maintenant que ça m'intéresse, cette série, en fait. Du coup, tu seras sûrement intéressé par la saison 2. Et j'imagine... qu'ils vont inclure aussi une autre histoire de la série dedans en plus pour rendre le truc un peu plus intéressant. Et Kip et Scott, ils firent leur smoothie et vécurent heureux Exactement. Jusqu'à la fin des jours. Exactement. En préparant cet épisode, on s'est dit toutes les deux qu'on voulait faire des petites recos, puisque nos auditeurs et auditrices, Anaïs se fait des films, aiment beaucoup les recos. Et tu m'as suggéré qu'on parle de nos œuvres préférées dans lesquelles il y a donc du yearning, ce désir impossible, cette attente romantique qu'on ressent et qui va te serrer le cœur très très fort, parce que il ne se passe rien entre les deux personnages, mais on aimerait qu'il se passe quelque chose. Alors c'est quoi tes recos de meilleur yearning ? En livre, je dirais Persuasion
de Jane Austen, qui est donc sur... J'ai été témoin de ton obsession sur ce livre. C'est vrai. Marie nous a plus calculé pendant tout le voyage, en fait. C'est ça, on était en Bavière et je n'avais plus envie de voyager. C'est un livre de Jane Austen, qui est son livre le plus mature, et c'est sur en fait une vieille fille qui a laissé passer sa chance à l'amour en refusant la demande en mariage, enfin en l'acceptant dans un premier temps et la refusant ensuite sous la pression de sa famille, d'un homme qui était d'une classe sociale inférieure. Il se trouve qu'elle le retrouve des années plus tard et il est devenu hyper BG. Hyper BG, il était déjà avant, mais en plus il a gravi les échelons sociaux en étant promu dans l'armée. Et elle est totalement in love de lui. Et lui, en vrai, il est aussi in love d'elle, mais ils sont un peu... il y a un froid et c'est tellement bien. C'est très, très bien. De toute façon, en général, les œuvres de Jane Austen, il y a du bon yearning dedans, mais Persuasion, c'est le top du top du top du yearning. C'est marrant parce que c'est un peu une intrigue similaire au Haut de Hurlevent, mais en moins dark, quoi. Oui, de ouf. Alors, je sais déjà une autre que tu vas dire. C'est quoi, Bright Star? J'allais dire le truc de Jane Campion avec les fleurs. Ouais, et le mec qui est enrhumé tout le temps, là. Keats, le poète. Voilà. Ouais, Bright Star, je pense un des plus beaux films de l'histoire des films, en toute simplicité. Et c'est Jane Campion qui raconte donc l'histoire de John Keats, le poète anglais, et Fanny Price, qui était sa voisine et avec qui il a eu une histoire d'amour platonique, parce qu'en plus, ils ne sont jamais mariés. Et il est mort avant que... Spoiler alert, mais il est mort hyper jeune, enfin c'est connu. Hein. Et du coup, c'est leur histoire d'amour et c'est tellement, tellement, tellement beau. Et il y a beaucoup de yearning, c'est magnifique. Faudrait que je le revoie. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop, trop beau. C'est un niveau de poésie, mais c'est magnifique, quoi. J'ai Tigre et Dragon, ça peut surprendre, mais pour moi, une des meilleures œuvres de yearning, et c'est entre le personnage joué par Michelle Yeoh et le personnage joué par Chow Yun-fat, qui en fait se connaissent depuis des dizaines d'années. Et en fait, comme elle était fiancée à son meilleur ami qui est mort à lui, ils n'ont jamais osé, par honneur, s'avouer leurs sentiments, mais ils sont de toute évidence complètement fous amoureux l'un de l'autre. Et ça aussi, c'est tellement beau. Et j'en ai... Bon, après, vas-y, donne un peu des tiens, et puis... Alors, The Descent. Le désir de la vie et de l'air extérieur. Non, en vrai, moi, immédiatement, quand on parle un peu de tout ça et de ce que ça a provoqué chez toi, E.T. the Rivalry, moi, je pense à Call Me By Your Name. Ah bah oui, grave. Non, voilà, carrément. Qui est pour moi un standard. Et c'est vrai que c'est dommage de savoir que Armie Hammer et Cannibal, ça casse un peu le délire. Bah ouais, je l'ai pas revu depuis, alors qu'à l'époque, je l'avais vu plusieurs fois au cinéma. Bah moi aussi. Et en chialance totale à chaque fois. J'ai lu le livre aussi, qui et oui, je me a des moments un peu étranges, mais enfin bon. Ouais, tu m'avais parlé du livre aussi, et moi je trouve que c'est vraiment le standard de justement la tension romantique et sexuelle, parce qu'il y a vraiment les deux. Et c'est vrai que bon, il y a plein de gens qui ont un problème avec la différence d'âge entre les deux personnages, le cannibalisme d'un des acteurs principaux, etc. Et ça s'entend totalement. Mais je me souviens que ça avait été une énorme claque en le voyant au cinéma. Et que vraiment, la progression de la tension entre les deux, et c'est pas juste la pêche, mais vraiment juste à un moment, ils se massent les pieds dans un placard, un truc comme ça, et quand ils jouent du piano, et qu'ils se tournent autour, enfin, je trouve ça, mais sublime, quoi. Et Timothée Chalamet est très bon pour finir en larmes. La fin, c'est tellement beau. Avec le cœur brisé. Dans la partie plus fun, je sais pas si tu le comptes comme du yearning, mais j'aime bien Challengers sur la tension. Ouais, c'est plus de la tension sexuelle. Je compterais pas comme du yearning, mais je pensais en yearning peut-être Cold War de Pavel Pawlikowski. Il y en a un peu au début, mais c'est pas vraiment... Enfin... Mais oui, c'est plus une romance un peu maudite entre les deux. Non, moi j'avais aussi In the Mood for Love, évidemment. Quoi. Enfin, oui, voilà, je savais que tu avais cité évidemment, In the Mood for Love et Chunking Express, en vrai, la deuxième partie, il y a vraiment un truc où elle le regarde tout le temps. Oui, c'est vrai. Ouais, non, ça, c'est des très bons choix. Pour moi, peut-être un des plus grands, c'est aussi Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Encore une histoire queer et où donc il y a toute une couche supplémentaire en fait narrative, puisque c'est d'autant plus compliqué pour les deux personnages de vivre leur histoire. Mais c'est un film qui est absolument magnifique et où chaque regard en fait est hyper lourd de sens et de désir. Et vraiment, moi, je trouve que ce film est un chef-d'œuvre absolu. Je pense Carole aussi, mais il faudrait que je le revoie. Mais dans mon souvenir, Carole. Je pense que beaucoup de gens citeraient Carole. Moi, j'aime pas Carole. Je trouve qu'elle passe trop de temps à regarder des vitres sous la pluie. Moi, j'avais adoré Carole. Mais oui, je sais qu'il y a toute une fanbase très intense de Carole. Brokeback Mountain aussi, je pense quand même dans les références.
Il y a aussi Brève rencontre de David Lean, qui est un grand classique, qui est, comme son nom l'indique, sur une brève rencontre d'une femme qui est mariée, mais qui va croiser cet homme à la gare. Et ils vont tout de suite avoir un coup de foudre. Et c'est évidemment déchirant, puisqu'ils ne peuvent pas vivre leur histoire, parce qu'elle est déjà mariée. Et ce film est absolument sublime, si vous avez jamais vu Brève rencontre. Sur la route de Madison. Ah ouais, moi pareil, trop de pluie. Mais aussi, attends, j'y pense, en livre... Le chant d'Achille de A Song of Achilles de Madeline Miller en livre. Alors là, mais le Yearning, mais tellement, quoi. C'est une réécriture. Tu l'as lu ou pas ? J'ai lu le début. Oh là là, mais pendant les vacances où tu étais obsédée par Persuasion et j'étais là, putain, moi je suis en train de lire mon livre et je me fais chier en fait. Ah non, c'est tellement beau. Je l'ai relu récemment et c'était tellement beau. En fait, c'est une réécriture du mythe d'Achille et Patrocle, où Patrocle, qui est donc le compagnon d'Achille dans l'Iliade, et la mort de Patrocle dans l'Iliade rend fou Achille et c'est ça qui va le motiver sa vengeance envers Hector. Là, Madeline Miller l'écrit comme une romance en fait, et il y avait plusieurs auteurs grecs de l'époque qui l'écrivaient aussi comme une romance. C'était pas juste des compagnons, des amis, mais comme des amants. Mais c'est d'une beauté, c'est tellement beau. Et il y a vraiment toute la première partie, c'est du yearning, mais de compétition quoi. J'essaierai de le relire en entier. Moi, j'avais aussi noté Emmanuel en film de Audrey Diwan, qui est un remake et que je trouve vraiment qui a été très, très, très sous-évalué ou mal évalué à sa sortie. C'est avec Will Sharp. Ça se passe à Hong Kong, donc évidemment dans un lieu qui est très emblématique du yearning et de la tension sexuelle. Et les références à Wong Kar-wai étaient assez évidentes pour Audrey Diwan, puisqu'on en avait parlé pour un article que j'avais fait pour Slate. Et en fait, ça parle d'une héroïne qui est très rigide et qui n'arrive plus à ressentir de plaisir sexuel. Et donc, elle a beaucoup de rapports sexuels, mais elle ressent rien. Et sa rencontre avec Will Sharp et l'impossibilité, un peu, enfin en tout cas la tension qui se développe entre les deux et le yearning qu'elle va ressentir va la réveiller un petit peu. Et donc, moi, je trouve ce film incroyable parce que ça montre à quel point le cérébral et le charnel sont liés, et le psychologique et tout ça. Normal People. Oui. Le livre. De toute façon, les livres, en général, Sally Rooney, c'est de la romance améliorée, quoi. Donc, oui, la romance intello, quoi. Voilà, exactement. Et Normal People, ça joue très, très bien sur ça. Conversation entre amis aussi, d'ailleurs. Oui, conversation. Mais tous, parce qu'il y avait aussi, comment ça s'appelle, Beautiful World, Where Are You, la relation entre celui qui est un peu plus âgé et la meuf est un peu plus jeune, il y a tellement de yearning aussi. Et j'avais pensé à un autre truc, je sais plus. Et un autre qui est peut-être un peu niche, mais si tu l'as pas vu, tu devrais vraiment le voir, c'est Beau Travail de Claire Denis. Ça se passe sur une base militaire à Djibouti et c'est entre deux hommes. C'est un homme qui éprouve, on va le comprendre, du désir pour un autre homme, mais ça se passe sur une base militaire, donc encore dans un milieu où c'est peut-être compliqué, surtout à l'époque où ça se déroule. Et donc c'est une histoire qui est assez sombre, mais qui est vraiment sublime. Et déjà, je pense que esthétiquement, c'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Et il y a vraiment ces regards, en fait, et ce désir impossible qui va se mettre en place. Et moi, je trouve que c'est une bonne reco. Beau Travail de Claire Denis. C'est peut-être ma conclusion, Le Patient anglais que tu avais adoré. Ah, oui, il y a du yearning, tu me diras pas le contraire. Ralph Fiennes, quand il regarde Christine Scott Thomas. Oui, mais bon, c'est dans 3 scènes sur 4h20 de film. Mais quoi. c'est 3 scènes qui suffisent, je m'en souviens encore. Du coup, la vidéo YouTube du Patient anglais à la rigueur pour aller plus vite. Et est-ce que tu as des recos de bons livres de romance pour les gens qui voudraient s'y essayer après avoir découvert E.T. de Rivalry ? Si vous n'avez pas lu Jane Austen, lisez Jane Austen. Non, mais c'est vrai. Et puis, lisez aussi... Jane Eyre, des grandes histoires d'amour comme ça, c'est ça qui a nourri la romance d'aujourd'hui. Après, en romance contemporaine, ce que je disais tout à l'heure, le chant d'Achille, c'est vraiment magnifique. Après, bon... Et dans les romans Harlequin, les trucs comme ça, tu connais un peu ou... Oui, bien sûr, évidemment. Non, pour qui me prends-tu ? Je sais pas, en fait, le truc, c'est que je dirais, j'ai des romans que j'ai lus et un peu dévorés, mais dont je vois vraiment les défauts. C'est-à-dire que, par exemple, il y a Emily Henry, qui est un peu la reine de la comédie romantique en livre ces dernières années. Toutes ces histoires se situent toujours dans des petites villes sur le lac Michigan et il y a toujours une meuf un peu quirky et toute petite, elle est toujours toute petite et elle écrit, soit elle est écrivaine, soit elle est journaliste ou je sais pas quoi, et le mec il est très très grand et il est un peu torturé et donc leur histoire tu vois tout de suite où ça va aller et tout ça. Après je trouve qu'elle a quand même un certain talent, déjà elle te baigne dans une atmosphère qui est assez
assez réconfortante parce que tu es dans cette petite ville américaine et tout ça. Il y a un côté un peu quaint, quoi, qui est très mignon. Et elle a des bons dialogues, c'est assez vif. Après, t'en as lu un, tu les as tous lus. Il y a le roman romantique comédie qui est bien aussi, non ? Oui, alors ça, pour moi, ça, c'est supérieur. C'est-à-dire, en fait, là, je parle un peu des gros hits de la romance aujourd'hui. Il y a aussi Ali Hazelwood, qui, toutes ses héroïnes travaillent, c'est Women in STEM, donc c'est des femmes qui travaillent dans le milieu de la physique. En fait, l'autrice est prof et a un doctorat en physique et du coup est prof en université aux États-Unis. Et elle écrit toujours dans ces milieux-là. Donc, c'est toujours des hommes un peu secrets et des meufs aussi toutes petites et qui, enfin, il y a toujours brune avec une frange mal coupée. Non, pas toujours. Les yeux châtains. Pas toujours, mais elles sont souvent un peu quirky ou des choses comme ça et elles ont toutes des daddy issues. D'elle, il y en a un que j'avais bien aimé où c'était, ça se passe dans un mariage à Taormine en Sicile, donc c'était assez cool comme cadre. Mais enfin bon, en fait, t'as plein d'autrices où quand tu commences à regarder un peu leur truc, tu vois très vite leur délire, quoi. Et ça peut être rigolo à lire, mais au bout d'un moment, tu t'en lasses. Je dirais dans les trucs vraiment d'un niveau supérieur. Donc il y a Sally Rooney, qui est carrément, ça c'est de la romance intello et tout ça, et qui est vraiment très bien écrite et intelligente. Avec des réflexions sur le marxisme. Exactement, et la Palestine. Donc c'est vraiment très bien. Et il y a aussi, du coup, Curtis Sittenfeld qui a fait Romantic Comedy, qui est vraiment très sympa, même si le personnage masculin est un peu lisse. Ouais, mais c'est génial. Enfin, en fait, moi, j'ai adoré. Faut le lire au bon moment aussi, mais je trouve que ça fonctionne très bien parce que c'est bien écrit. En plus, c'est dans un univers. On en avait parlé, je crois, dans nos recommandations, mais c'est dans l'univers de SNL. Ouais. C'est une meuf qui écrit de la comédie, enfin des sketchs pour SNL, et qui écrit un sketch sur le fait que les mecs de SNL, même s'ils sont moches, arrivent toujours à se taper des bombes et des stars hyper connues, alors que les meufs qui écrivent de la comédie, tout le monde s'en fout. Et évidemment, la semaine où elle écrit ça, il y a une pop star, un mec hyper connu qui arrive et qui flash sur elle, quoi. Et donc après, c'est leur histoire. Ouais, non, franchement, c'est vraiment bien. Oui, non, c'est très bien, c'est bien écrit et tout ça. Et Curtis Sittenfeld, elle a fait un truc aussi qui s'appelle Eligible, qui est un peu une réécriture c'est même pas un peu, c'est une réécriture d'Orgueil et Préjugés. Okay. Mais dans le Minnesota aujourd'hui, ça, j'ai trouvé ça pas mal, mais pas non plus ouf. Mais oui, Curtis Sittenfeld, c'est pas mal. Dolly Alderton a fait des trucs pas mal aussi, même si c'est pas vraiment de la rom-com, c'est plus des livres sur l'amour et. Oui, c'est plus pour les gens en rupture, non, Dolly Alderton. C'est elle qui a fait Ghost et qui a fait. Et c'est elle qui a écrit là le scénario de Orgueil et Préjugés pour Netflix. Donc je pense que ça va être intéressant. Ouais, elle écrit très très bien. Et là, je viens de découvrir sur les conseils de mon amie Madeleine, qui est de très bon goût en général. Elle m'a recommandé Marianne Keyes, qui est une autrice irlandaise, qui est une autrice de chick lit un peu, qui a un peu de romance, mais pas que. Et là, je viens de lire Les Vacances de Rachel, Rachel's Holiday, et ça, c'est vraiment génial. C'est super. Ça a été écrit en 97, et en fait, après, elle a fait toutes les sœurs de la famille. C'est sur des sœurs irlandaises et c'est les vacances de Rachel, c'est sur une meuf et c'est de son point de vue et c'est vraiment bien foutu parce que c'est une meuf qui fait une overdose et qui est un peu forcée à aller en cure de désintox et qui, avant d'aller en cure de désintox, se fait larguer par son mec qui lui dit qu'il n'en peut plus d'elle et tout ça. Et en fait, c'est de son point de vue et elle baigne tellement dans le déni qu'elle a dit qu'elle devrait pas être là et tout ça. Et tu vois son évolution et sa prise de conscience. Et il y a une super histoire d'amour en filigrane avec ce mec qui l'a largué au début, où tu découvres qu'en fait, tu comprends pourquoi il l'a largué. Et enfin, son histoire d'amour avec ce mec est hyper jolie, quoi. Enfin, vraiment, à la fin, j'ai même versé une larme et tout. C'est un super roman. Et Marianne Keyes, en général, c'est très bien écrit et très plaisant. Trop bien. Je rajoute ça sur ma liste de lecture. Parfait pour l'été. Merci beaucoup. Ah, et il y a Lily King aussi, qui a écrit Writers and Lovers et Heart the Lover, qui est super bien. C'est sur la même héroïne à des années d'écart et tout ça, et c'est des histoires d'amour qui lui arrivent, et c'est très bien écrit, très fin et super. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films, qui, pour une fois, parlait de séries. Merci beaucoup à Marie Telling d'être revenue dans les studios de Slate pour enregistrer cet épisode. C'était très très chouette et tu reviens évidemment quand tu veux. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout autour de vous. Envoyez-nous des courriers du cœur, likez, commentez, abonnez-vous, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, je ne veux pas le savoir, laissez-moi me faire des films. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.
Alors, Anaïs a une gourde de 8 mètres de long, avec des encouragements à chaque étape. Tu parles de toi? Keep chugging. Connasse. Je fais juste 1m75. Don't give up. Wow. Mon préféré, c'est keep chugging. Remember your goal. C'est quoi ton but en termes d'hydratation, quoi? 1,5 litre. Non, mais les Américains sont faux. Par contre, mon but dans la vie, je sais pas, mais... Mais déjà, c'est petit pas par petit pas. L'hydratation, c'est la première goutte étape. par goutte.